Donc on enchaîne tout de suite par une première table ronde donc on a intitulé Convention citoyenne et tirage au sort. Je dis juste un mot pour la présenter, d'abord pour présenter les intervenants. Pour présenter la question, on part du constat fait depuis 10 ans, c'est donc un phénomène relativement récent de multiplication d'assemblées citoyennes qui sont des formes de dispositifs participatifs, mais qui reposent sur le tirage au sort. Donc depuis 10 ans, dans le monde, du moins dans le monde occidental, mais un peu plus largement, Yves le dira peut-être aussi, ce sont multipliés des dispositifs qui font appel au tirage au sort de citoyens pour soit recueillir la parole ordinaire, soit de citoyens ordinaires, soit avec des objectifs beaucoup plus ambitieux de faire la loi, voire de faire la Constitution, comme c'était le cas en Islande juste après la crise, en fait, suite à la crise financière de 2008. Et donc, on voit émerger, disons, si on le regarde du point de vue des dispositifs de participation, on voit émerger un objet assez neuf qui pose beaucoup de questions et qui témoigne de la diffusion ou du retour en politique du tirage au sort qui avait été exclu au moment des révolutions françaises et américaines comme mode de représentation possible du peuple au profit d'une représentation élective. Et donc ça conduit à ces questions. Et donc pour cette table ronde, on va procéder en deux temps. Dans un premier temps, on va interroger la légitimité politique, le sens de la légitimité politique de ces assemblées citoyennes et du retour en politique du tirage au sort. Puis dans un deuxième temps, on parlera un peu plus spécifiquement de la Convention citoyenne pour le climat qui se déroule ce week-end, c'est son troisième week-end à Paris, et qui marque en France, après les conférences citoyennes régionales du grand débat au printemps, un deuxième exercice d'assemblée citoyenne tirée au sort, donc qu'il convient aussi d'interroger. Alors d'abord, je veux présenter les participants à la table ronde. Bon, je vais le faire dans l'ordre de votre droite à votre gauche, mais de ma gauche, Yves Saint-Omer, qui est prof de sciences politiques à Paris 8, qui est en France un des principaux théoriciens de la démocratie délibérative et qui anime depuis quelques années un programme très important sur justement les transformations de la représentation politique. Alors je ne vais pas citer sa bibliographie, ça serait long de le faire ici. Donc voilà, simplement ces quelques mots. Et il faut quand même simplement signaler que cette année, au printemps, sont sortis successivement deux numéros de la revue Participation consacrés au tirage au sort. Un numéro hors série qui porte sur l'histoire et l'actualité du tirage au sort, et un deuxième numéro donc qui n'est pas hors série, qui est dans la série, qui porte aussi sur le tirage au sort, avec un regard notamment sur différentes expériences étrangères d'assemblée citoyenne. Donc il y a vraiment une actualité assez importante éditoriale autour de ces questions de tirage au sort. Il y a eu un bouquin de Gilles Delannoy aussi sorti au début d'année. C'est vraiment un sujet qui aujourd'hui, sur lesquels les connaissances ont beaucoup avancé, et la documentation de ces différentes expérimentations avance. À côté d'Yves Minerechamp, qui est prof à l'Université catholique de Louvain et qui est aussi un spécialiste de la théorie délibérative et qui a notamment en Belgique été un des initiateurs avec d'autres collègues au moment où il n'y avait plus de gouvernement en Belgique, du G400 et du G1000, et donc justement des assemblées citoyennes qui ont réfléchi collectivement sur les questions de la politique en Belgique, et donc il en témoignera ici. Hélène Landemort est prof à Yale, à l'université de Yale, et
prof de sciences politiques, mais aussi théoricienne politique, avec un cursus de philosophie politique, et justement une des grandes spécialistes de la démocratie délibérative et de l'intelligence collective. Elle a beaucoup écrit sur ces questions d'intelligence collective qu'on retrouve dans les assemblées citoyennes, et c'est un des angles principaux de tes analyses. Et tu as, ces dernières années, particulièrement suivi justement ce qui s'était fait en Islande, en Irlande, et en ce moment à la Convention citoyenne pour le climat à Paris. Et à ma droite, je ne sais pas si c'est la peine de le présenter encore, Loïc Blondiot, qui est prof de sciences politiques à Paris 1 et qui a été pendant toute la première période du GIS jusqu'en fin 2017 président du conseil scientifique du GIS, et qui est aussi un des grands spécialistes de la démocratie participative et qui s'intéresse plus particulièrement maintenant justement à ces assemblées délibératives, et qui conduit aussi différents travaux autour du numérique et de ce que permet le numérique dans la transformation des rapports des rapports des citoyens à la démocratie. Voilà, un petit tour rapide, évidemment très incomplet. Pour en revenir à la table ronde, je veux poser une question et de donner la parole successivement aux intervenants autour de cette question, que j'ai déjà d'ailleurs énoncée tout à l'heure. Je vais la reformuler. Et puis chacun aura 7 minutes pour dire un mot. Et puis on prendra une série de questions, et puis on fera la deuxième séquence, donc plus sur la Convention citoyenne, dans un deuxième temps, avec des interventions un peu plus courtes de chacun, et puis une discussion avec l'ensemble du public. Donc cette première question, ça porte justement sur la légitimité politique du tirage au sort, ce retour en politique du tirage au sort, comment l'interpréter, et bon, notamment quand on le regarde de France, on peut vraiment se poser la question, savoir si c'est une légitimité politique qui est donnée au tirage au sort, ou si c'est pas simplement finalement une légitimité d'un instrument qui est le tirage au sort pour constituer des dispositifs participatifs dans des situations où les anciens dispositifs participatifs, et ils sont nombreux, créés par les institutions, s'essoufflent et ne trouvent pas... s'essoufflent, ne trouvent plus leur public, notamment parce qu'ils ont très peu d'influence sur la décision, et que le tirage au sort semble remettre ça, être un instrument qui permet de renouveler les publics, de toucher des publics plus larges, donc de répondre à une interrogation classique des gens qui organisent de la participation, toucher les publics éloignés, etc. Là, avec le tirage au sort, on se donne un moyen technique. Donc on a un instrument pour toucher les citoyens ordinaires et constituer des panels de citoyens ordinaires. Et donc d'une certaine manière, une technologie qui vient à côté des sondages prendre le pouls de la population. Juste une anecdote, il y a une dizaine d'années, l'IFOP, qui est donc un des principaux instituts de sondage français, s'était beaucoup investi dans la réalisation des premiers panels tirés au sort, avec exactement ce raisonnement-là. C'était une manière de renouveler la manière de connaître l'opinion par rapport au sondage classique qui continue à faire. Depuis, ils ont arrêté depuis quelques années, ils en font beaucoup moins. Parce qu'il y a d'autres instituts de sondage qui se sont mis sur le coup aussi, peut-être. Mais donc, il y a première possibilité d'interprétation, c'est une technologie de connaissance de l'opinion, et donc une reconnaissance du tirage au sort, de son efficacité pour ça, mais sans légitimité politique spécifique. Puis la deuxième possibilité d'interprétation, c'est de dire on voit émerger des assemblées citoyennes, et les exemples de l'Islande, de l'Irlande, ce qui a été fait en Belgique, vont sans doute dans ce sens, de donner à voir vraiment des assemblées citoyennes qui s'inscrivent dans des processus politiques qui aboutissent à des décisions. Les lois en Islande, les assemblées citoyennes en Irlande, en Islande ont débouché sur une constitution que finalement les députés n'ont jamais mis au vote, donc qui n'a pas été ratifiée.
mais qui a été soumise au référendum. Non, elle n'a pas été soumise au référendum. Et si, elle a été soumise au référendum, mais pas ratifiée. Approuvée, mais pas ratifiée, voilà. Et en Irlande, elle a abouti aux lois sur l'avortement et le mariage gay. Et il y a d'autres assemblées qui continuent. Ça s'inscrit maintenant dans le fonctionnement politique régulier, sensible, en Irlande. Donc voilà, entre ces deux pôles d'interprétation possible, comment vous voyez un peu ce retour en politique du tirage au sort? Alors, on n'a pas déterminé d'ordre de parole, mais je propose de passer d'abord la parole à Hélène. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là. Je dois préciser que, donc, comme Jean-Michel l'a dit, je vis aux États-Unis, donc là je viens d'arriver, donc il est 3 h du matin pour moi. Donc j'ai écrit quelques petites notes pour être sûre de ne pas complètement perdre le fil de ma pensée. Alors pour répondre à la question de Jean-Michel, moi j'ai compris qu'il y avait 2 questions dans cette question. D'abord il y a la question... quelle est la légitimité aujourd'hui du tirage au sort, ou plus exactement des assemblées tirées au sort? Ça, c'est la question la plus difficile, à mon avis. Puis il y a une question qui a trait à une autre dimension, c'est-à-dire, est-ce que ces assemblées sont simplement des dispositifs d'augmentation des institutions représentatives classiques, notamment électorales, ou bien est-ce que c'est une nouvelle forme de représentation démocratique? Pas électorale, mais une forme de représentation démocratique différente. Alors, selon moi, c'est plus facile de répondre à cette deuxième question. Je pense qu'à l'heure actuelle, la plupart des assemblées tirées au sort ne sont conçues et ne sont vues que comme des dispositifs participatifs, plus ou moins ambitieux, et qui ont vocation à s'intégrer dans le système représentatif existant. C'était déjà le cas en Islande, en fait, où finalement toute cette assemblée tirée au sort, puis l'assemblée élue, etc., était finalement encadrée, insérée dans un système représentatif préexistant qui, en fait, a mis fin au processus et a empêché que ça se concrétise en quelque chose voilà, une vraie transformation constitutionnelle. Donc on le voit là, on l'a aussi vu dans le grand débat. D'une certaine manière, au moment du grand débat, il y a eu une phrase d'Édouard Philippe qui était très claire. Il disait je crois que l'heure de la démocratie représentative est arrivée. Je pense que cette idée est juste. Elle doit compléter la démocratie représentative. Donc on reste dans une espèce de vision de complémentarité, mais aussi de subordination finalement de ces assemblées à un cadre préexistant. Je pense qu'à terme, si on veut vraiment exploiter tout le potentiel de ces assemblées, il va falloir changer de cadre conceptuel et voir ces assemblées pour ce qu'elles sont vraiment, à savoir, selon moi, des modes de représentation démocratique nouveaux, au même titre que les assemblées élues, et peut-être à plus de titres, disons, démocratiques que les assemblées élues, qui sont, comme on le sait, fondées sur un mode de sélection assez oligarchique au final. Alors, en quoi sont-elles des modes de représentation démocratique? Ce sont des modes de représentation démocratique au sens où, d'abord, elles sont représentatives parce que, de facto, on leur demande de parler au nom du peuple français, donc, et c'est à ce titre que les gouvernements les consultent. Et elles sont des modes de représentation démocratique parce que le mode de sélection par le sort exprime 2 valeurs centrales de la démocratie, à savoir l'inclusivité et l'égalité. Le tirage au sort, contrairement à l'élection, est entièrement égalitaire et impartial sur une base d'inclusivité maximale, du moins dans nos sociétés modernes, ce qui n'était pas le cas à l'époque des Grecs. Donc une fois qu'on accepte ça, que les assemblées tirées au sort sont une forme de représentation démocratique, reste la question de leur légitimité. C'est pour ça que je tiens à séparer les 2 questions, parce que pour moi, l'une n'implique pas l'autre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reconnu que ce sont des assemblées représentatives démocratiques, quel est le statut de leur légitimité? Alors, qu'est-ce que la légitimité? C'est un des concepts en théorie politique les plus difficiles à définir. Il y a beaucoup de définitions différentes et parfois contradictoires. À un niveau d'abstraction assez élevé, on peut définir ça comme la propriété qui autorise une personne ou une entité à faire quelque chose, comme par exemple prendre une décision, représenter, demander à être obéi, etc.
On peut commencer par faire une distinction entre légitimité sociologique et normative. Donc la légitimité sociologique de ces assemblées, en gros, c'est leur degré d'acceptabilité dans la population à l'heure actuelle. Là, je pense que leur degré d'acceptabilité dans la population à l'heure actuelle est encore assez faible, en partie parce que finalement, les gens ne sont pas si au courant que ça de leur existence ou de leur impact. Il n'y a pas une lisibilité très nette encore du tirage au sort, encore que ça change très rapidement. Mais il y a beaucoup de soupçons, si vous voulez. L'idée qu'on va laisser des gens tirer au sort, faire des propositions ou voire même prendre des décisions, pour beaucoup de gens, c'est irrationnel et extrêmement étrange. C'est-à-dire qu'on laisse des gens, a priori, incompétents, remplacer des gens qu'on a choisis, des élus, etc. Donc il y a tout ça. Alors tout ça peut changer, évidemment. La légitimité sociologique peut devenir très forte si on démontre la légitimité normative, donc fondée en raison de ces assemblées. Et alors cette légitimité normative, elle peut tenir à plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, il y a au minimum l'assemblée tirée au sort a-t-elle été autorisée par les bonnes instances? C'est très différent d'avoir une assemblée tirée au sort autorisée par un parlement ou simplement organisée par un groupe d'universitaires ou d'activistes. Un autre facteur, c'est est-ce que les voix prises en compte sont effectivement bien diverses, inclusives, descriptivement représentatives, etc. Comment le tirage au sort a été vraiment effectué. Donc c'est ce qu'en anglais on appelle la partie la input legitimacy, la légitimité qui tient à ce qu'on fait entrer dans ces assemblées. Est-ce que la manière dont les voix qui sont présentes ont été agrégées, leurs jugements, leurs préférences ont été agrégées, satisfait là encore des critères normatif? Est-ce que donc ça c'est ce qu'on appelle la throughput legitimacy, la légitimité par le processus? Et enfin, on peut rajouter une considération pour la performance attendue, si vous voulez, la output legitimacy. Ça c'est moi ce qui m'a intéressé dans mon travail précédent. C'est en partie est-ce qu'on a de bonnes raisons de penser qu'une assemblée tirée au sort peut accomplir ce qu'elle est censée accomplir et donner de bons résultats. Je pense que si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, ça va nuire à la légitimité des assemblées. Mais à ce stade, donc je pense que mes copanélistes vont probablement donner beaucoup d'exemples. Je pense qu'on a beaucoup d'évidence empirique que ces assemblées marchent et produisent de bons résultats. Encore qu'à mon avis, on en sait encore trop peu sur les mécanismes causaux et sur les conditions sous lesquelles ça marche. Donc au maximum, on peut avoir une théorie de la légitimité tellement exigeante, ou très exigeante, qui fait que les mini-publics ne l'atteignent pas. Par exemple, on peut prendre Christina Lafon aux États-Unis, c'est une théoricienne, une philosophe de Northwestern, qui critique les mini-publics parce qu'elle pense que c'est très bien en pratique, mais ça n'a pas de légitimité démocratique pour ce qui est de prendre des décisions. Parce que pour elle, la légitimité, ça implique la participation de masse. Or, les mini-publics, ça n'implique qu'une toute petite fraction de la population. Et donc, elle a un livre qui est sorti tout récemment là, qui s'appelle « La démocratie sans court-circuit ». Et pour elle, les mini-publics, c'est juste un panel de citoyens qui, si on leur donne pouvoir de décision, ça court-circuite complètement la délibération au niveau national, la participation au niveau national, et donc c'est illégitime. Les citoyens eux-mêmes ont une conception de plus en plus exigeante de la légitimité. Comme le dit Rosan Vallon, par exemple, ils demandent de plus en plus de proximité dans leur rapport aux représentants. Est-ce que les mini-publics vont permettre ça? Est-ce qu'ils vont être pas aussi lointains et distants, en tout cas au niveau national, que les élus? Ça, c'est une grande question. Alors, admettons qu'on se mette d'accord sur des critères de légitimité normative qu'une assemblée tirée au sort puisse satisfaire. Il y a un problème qui émerge alors très rapidement, c'est qu'on va avoir un conflit de légitimité entre les assemblées élues et les assemblées tirées au sort. Et alors, on l'a très bien vu en Islande, où justement l'assemblée élue des 25 qui avait écrit une nouvelle constitution avait une légitimité réelle dans la population. 2/3 des votants dans le référendum ont approuvé la constitution qu'ils ont soumise à référendum. Mais le Parlement a décidé que non, finalement, ça ne leur plaisait pas, et ils ont complètement ignoré cette recommandation malgré le soutien de la population. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? D'un point de vue légal, effectivement, le Parlement était parfaitement dans son droit d'ignorer ce résultat. Mais d'un point de vue moral, normatif, de justice, c'est pas clair. Et j'ai même tendance à penser que oui, il y a eu une sorte d'abus de pouvoir des institutions représentatives classiques.
Alors, la vraie question à l'avenir, ça va être de trancher ce conflit de légitimité potentielle, ou en tout cas de l'éviter, en constitutionnalisant potentiellement des assemblées tirées au sort avec des fonctions bien précises. Ça impliquerait donc une réforme constitutionnelle. Mais avant qu'on envisage même ce genre de choses, à mon avis, on a encore beaucoup d'expérimentations à faire pour comprendre à quoi ces assemblées peuvent servir. Et en partie, pour moi, une des grandes questions, c'est est-ce que ces assemblées sont plus utiles pour répondre à des questions technico-sociales ciblées, du type de ce que fait la Convention sur le climat, comment réduire de 40% les émissions de carbone d'ici à 2030, ou bien est-ce qu'elles sont plus utiles pour établir un agenda politique plus large? Donc dans ce cas-là, elles s'inscriraient plus dans la durée et elles auraient une fonction de définition d'un agenda pour les assemblées élues de manière un peu systémique. Donc voilà, donc je pense qu'on n'en sait pas assez, très honnêtement, à ce stade, malgré toute l'évidence empirique qu'on a, on a encore beaucoup de travail. Voilà, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Et je profite alors de la perche tendue par Hélène pour aller vers les expérimentations et pour regarder d'un point de vue assez empirique ce qui peut se passer dans la réalité et aussi de prendre la position des différents acteurs concernés. Et pour ce faire, biais personnel, je vous propose de discuter un petit peu de la Belgique, qui permet, et je vais le monter en 3 temps, de voir cette évolution des expérimentations vers de l'institutionnalisation, donc d'une certaine façon vers des mécanismes davantage permanents au cœur du système. 3 temps. Le premier temps, c'est le début des années 2000, et ça correspond à ce qu'on trouve dans d'autres pays européens, des expériences de panels citoyens tirés au sort qui émanent des exécutifs. C'est des ministres en place qui demandent en fait l'organisation de panels à des fondations en disant dans l'élaboration de certaines politiques publiques, on pense qu'il est utile d'aller chercher cette expertise des citoyens ordinaires. Dans le reste de la société, dans le reste de la population, légitimité sociologique nulle. Donc personne n'est au courant de cela. Ça passe hors de ça des radars. Et peut-être que d'une certaine façon, ça peut être voulu. On reste peut-être dans cette boîte noire de la fabrique des politiques publiques, mais malgré tout, l'outil est là et il est utilisé à quelques reprises, mais à un niveau relativement élevé dans l'État, puisque c'est des ministres qui le demandent. Donc ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, et Jean-Michel l'a évoqué, c'est l'épisode en Belgique, et qu'on revit d'une certaine façon à l'heure actuelle, d'une longue crise sans gouvernement. Et dans cette crise-là, il y avait un élément très particulier, c'était le sentiment que c'était en fait une crise de la société, c'est-à-dire que la société serait deux blocs, en fait, deux blocs linguistiques qui n'arrivent pas à s'entendre au travers de leurs élites. Ce que certains ont dit, et j'en fais partie, donc je suis à la fois juge et partie, c'est de dire ce n'est pas en fait un problème de la société d'une certaine façon, c'est un problème de la démocratie. Que la démocratie en fait ne donne pas les outils nécessaires aux acteurs qui nous représentent de pouvoir trouver des compromis. Et donc que l'incitant était là et que l'élection, en fait, au lieu d'amener des solutions, amène peut-être davantage de difficultés. Et donc, quid d'un retour, en fait, à une démocratie alors dite délibérative, telle que les quelques personnes parmi nous connaissent, mais que le reste de la société ne connaît pas, en disant c'est là-dessus. Et là, typiquement, le tirage au sort est un instrument, donc n'est pas une fin en soi, mais de dire comment est-ce qu'on peut aller chercher justement cette diversité des profils qu'on ne retrouve pas dans nos parlements. Le seul outil possible, c'est le tirage au sort, en sachant que le tirage au sort comporte énormément de biais, puisque, sauf dans un cas d'une obligation, beaucoup de personnes pourraient dire non et ne pas venir d'une certaine façon. Et donc là, l'instrument doit être calibré d'une certaine façon. Mais ça, c'est le deuxième moment dans ce passage d'expérimentation vers rationalisation. C'est la société civile propose quelque chose d'assez étonnant. Donc, rassembler 1000 personnes à Bruxelles, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, d'autant plus si ces personnes sont tirées au sort. Et que, par ailleurs, ce n'est pas la guerre civile en fin de journée. Ceci a d'une certaine façon est un élément beaucoup plus visible pour le monde politique que ne l'ont été les premiers panels citoyens, même s'ils étaient initiés par le monde exécutif du monde politique. Et là, on commence à avoir un tournant d'une certaine façon dans la perception des acteurs, pour répondre aux questions posées par Jean-Michel, c'est que les acteurs politiques commencent à dire le tirage au sort, je peux y voir un intérêt, mais d'influence, de consultation d'une certaine façon, de demander l'avis des personnes. Je me rends bien compte que ce serait effectivement fort différent que si j'organise une consultation classique avec la société civile, qu'elle s'organisait ou non, parce qu'il est vraisemblable que les personnes qui vont m'arriver seront assez différentes par le tirage au sort, qu'on va être capable d'aller les chercher d'une certaine façon dans leur caverne. Et donc là, on y voit un intérêt. Mais la grande ligne de fracture au sein du monde politique, en tout cas au sein du monde politique élu, c'est de dire ça doit rester alors consultatif. L'aspect décisoire ne peut pas, en fait, puisque, et en Belgique comme en France, c'est bien les élus qui devraient, en tout cas disent-ils, garder ce pouvoir de décision. Et donc, bien sûr, on doit pouvoir alimenter les institutions existantes, mais on n'est pas prêt à franchir le pas.
La population, quant à elle, donc légitimité sociologique, bouge également, partant d'un a priori, comme on peut tous l'avoir d'une certaine façon, de manque d'expertise de ces personnes tirées au sort, qu'on sait très bien qu'on peut estimer que nos voisins, nos voisines sont des imbéciles et donc ils auraient autant de chances que nous d'être tirés au sort, voit d'une certaine façon et en miroir avec aussi cette crise d'une certaine façon de la représentation politique, de se dire de toute manière je ne crois pas dans ce genre-là, pourquoi pas finalement mon voisin pourrait peut-être faire un bon boulot, mais on voit bien que les choses ne sont pas complètement stabilisées par rapport à ça, que ça bouge, mais que les idées peuvent d'une certaine façon faire évoluer les choses. On retrouve d'une certaine façon parmi la population qui commence à avoir des dispositifs, puisque c'est l'enjeu pour les sociologues ou les politistes qui veulent faire du terrain empirique, c'est de se dire, dans beaucoup de cas, on pose une question qui est complètement abstraite en fait. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une chambre tirée au sort? Pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire, sauf quand on commence à présenter des expériences concrètes. Mais donc là, on voit que la population bouge. Donc deuxième temps, ce G1000 et ces représentations qui commencent à bouger. Troisième temps, et c'est là où on se rapproche de l'institutionnalisation, je devrais terminer par le cas le plus intéressant, mais je vais commencer par deux autres cas. Région de Bruxelles-Capitale, et c'est là où la Belgique est intéressante parce que différents niveaux de pouvoir et donc différentes innovations possibles. Région de Bruxelles-Capitale décide, et ils sont en train d'y travailler pour l'instant, au moment où on se parle, de commissions mixtes, de commissions parlementaires mixtes. C'est-à-dire que dans les commissions parlementaires classiques, on amènerait une série de citoyens. Donc on est véritablement au cœur du système législatif d'une certaine façon, puisqu'on sait que les vraies délibérations dans le système parlementaire se trouvent dans les commissions. L'idée à Bruxelles, et donc Bruxelles, c'est évidemment bien plus petit que la France et Paris, mais c'est un pouvoir législatif fort, en fait. Il y a une série de compétences qui ne sont plus du ressort de l'État national / fédéral en Belgique, mais bien au niveau des régions, et donc Bruxelles a cette capacité-là, et donc de dire au sein de son système, on va pouvoir faire ça. Bien sûr, la Constitution et certaines règles en Belgique ne le permettent pas, en fait. Donc on ne peut pas imaginer que demain, on aura dans les commissions parlementaires un certain nombre, en fait, d'élus, donc qui viennent là de leur fonction, et un certain nombre de citoyens tirés au sort. Mais l'idée est pourtant là, et la grande source d'inspiration, c'est l'Irlande, en fait, avec ce modèle qui a été discuté, qui peut être critiqué, de un tiers de représentants élus, un tiers de représentants tirés au sort, ou en tout cas de citoyens tirés au sort, en se disant que c'est en mélangeant, en fait, les différentes casquettes qu'on va arriver, d'une part, peut-être à avoir une meilleure qualité des décisions, mais surtout une adhésion peut-être plus grande. Ça reste évidemment à prouver, mais donc ça, c'est l'idée à Bruxelles. La Wallonie, qui est une région un peu plus grande en taille et qui dispose des mêmes pouvoirs, a aussi cette idée-là. Et donc, qui discute de cette idée-là, c'est en fait les écologistes en premier lieu, mais suivi d'une certaine façon par un certain nombre d'autres mandataires, puisqu'au sein des partis, il y a beaucoup de divergences, notamment des mandataires socialistes qui sont, Belgique, pays de coalition, dans la même coalition. Et donc la Wallonie dit aussi, on va aussi s'engager vers des commissions mixtes, à voir comment on peut faire, mais sur modèle bruxellois d'une certaine façon. Deuxième idée pour la Wallonie, et c'est là où on voit où l'institution grandit d'une certaine façon, convention pour le climat, mais ça, ce sera pour la deuxième partie tout à l'heure. Troisième idée, c'est de se dire, il faudrait d'une certaine façon, au niveau local, développer d'une certaine façon des agents de la participation, de pouvoir former. Donc là, une véritable volonté d'avoir des métiers de la démocratie, de la facilitation d'une certaine façon. Et quatrième idée, et c'est là où j'en arrive au cas le plus intéressant, et puis je m'en arrêterai là, c'est de recopier un modèle qui va être mis en place par une autre entité belge, le modèle germanophone. Quel est-il ? Et là, il faut peut-être situer, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, on situe dans ce que les Belges francophones parlent de communauté germanophone, de ce que le reste du monde peut voir en fait comme étant un tout petit territoire, c'est moins de 1000 km², c'est 77 000 habitants, donc c'est vraiment très petit, mais c'est un territoire donc à l'est de la Belgique, et donc au suivi des deux guerres mondiales, qui est resté belge d'une certaine façon, ou qui est devenu belge, mais ce territoire-là est considéré, en tout cas par les gens là-bas, mais d'une certaine façon par un certain nombre de juristes, comme la minorité la mieux protégée du monde, puisque cette minorité, donc ces 77 000 habitants, ils peuvent par exemple gérer l'entièreté de leur renseignement. Et donc au moment où on devrait trouver un accord, et par exemple on pourrait imaginer que des universités françaises ou des écoles françaises veulent faire un accord avec des entités de ce territoire-là, c'est cette entité-là qui peut le décider. Donc on voit qu'en termes de pouvoir législatif et exécutif, on n'est pas sur quelque chose d'anodin, on est sur quelque chose de bien plus puissant d'une certaine façon qu'une ville. Cette entité-là est largement épargnée par ce qu'on peut qualifier d'une certaine forme de défiance politique, notamment par cette petite taille, mais aussi parce que le niveau socio-économique fonctionne assez bien. Pourtant, parmi les 25 élus, 23 estiment que 2 sont des populistes. Et peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison. Et donc on sent malgré tout que ce sentiment de défiance qu'on trouve dans toutes les démocraties occidentales, on le retrouve là-bas. Et les élus là-bas,
et en particulier deux, à la fois le président de l'exécutif et le président du Parlement, ont décidé qu'il fallait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. En disant, chez nous ça va encore, mais il ne faudrait pas que ce soit trop tard. Et connaissant les expérimentations qui sont faites autour du monde, mais aussi en Belgique, il y a une idée de se mettre en place un système, et dans leur mot, c'est de dire que dans leur entité qui a un Parlement de 25 élus, il pourrait y avoir un Sénat, donc ça c'est le terme belge, une deuxième chambre complètement tirée au sort. Voilà donc la commande politique qui est faite en fait à une série de personnes, dont les membres qui étaient issus du G1000, mais on invite alors une quinzaine de spécialistes à travers le monde. Quelqu'un qui est un peu connu, c'est David Farrell, l'Irlandais, pour se réunir à Eupen, c'est la capitale de la communauté germanophone, pour faire une proposition. Et lors de cette discussion-là, on s'est beaucoup tapé dessus. En fait, il y a eu une véritable délibération, parce qu'au sein du groupe, il y avait deux courants. Un premier courant qui dit c'est l'occasion inespérée en fait pour des gens comme nous, des activistes et des académiques, de dire on va aller jusqu'au bout des choses, on va se faire ce Sénat tiré au sort, cette assemblée tirée au sort. Mais l'autre moitié du groupe disait attention, là on n'en sait rien. On n'a jamais testé ça. Et donc, est-ce que donner du pouvoir comme celui-là à des personnes tirées au sort n'est pas trop, en fait? Est-ce qu'en fait, on ne va pas tuer le système parce qu'on va confier un pouvoir législatif à des personnes qui n'ont jamais rien demandé d'une certaine façon? Et le compromis est intéressant, et donc c'est là peut-être une preuve empirique de l'aspect positif de la délibération, est celui-ci. Un organe permanent qui s'appelle Conseil citoyen, qui va être composé de 24 personnes tirées au sort. Mais pas n'importe qui, en fait. Ce seront des vétérans, des personnes qui auront été au travers du processus, donc qui auront eu une première expérience de tirage au sort, qui vont pouvoir être là. Avec une double mission. Première mission, et c'est déjà intéressant, ils ont un pouvoir d'agenda, d'initiative. Ils vont pouvoir dire, eh bien, on va confier, et ça c'est la deuxième facette du système, à des assemblées citoyennes tirées au sort, une thématique. Et donc on va pouvoir utiliser des panels citoyens sur des thématiques, avec un véritable pouvoir, et on leur dit, vous avez un budget pour en organiser potentiellement 3 par an. Mais deuxième facette de ce conseil citoyen, vous avez un pouvoir aussi de monitoring, de suivi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce qui se passe dans beaucoup d'expériences, c'est des recommandations qui sont relativement pertinentes sont faites, mais par contre, rien n'est fait, ou très peu est fait. Et pour se prémunir de ça, on dit, cet organe-là de citoyens tirés au sort va pouvoir contrôler d'une certaine façon ce que le Parlement, ce que l'exécutif va faire des recommandations. Bien sûr, parce qu'on reste dans le cadre constitutionnel belge, ça ne pourra pas être complètement contraignant, mais il y a un engagement politique de dire on va écouter évidemment ce qui va être fait. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est la dimension permanente du système. Et pour donner un exemple plus concret, mais je ne veux pas prendre trop de temps, ces 24 personnes-là sont là pour 18 mois avec une rotation par tiers. Donc le système a donc vocation à être pérenne. Des assemblées citoyennes, donc des panels citoyens tirés au sort, 3 par an, avec des citoyens tirés au sort, qui sont en fait l'ensemble potentiel des habitants de 16 ans et plus. Et pourquoi est-ce que je dis l'ensemble des habitants et pas les citoyens? Dans cette communauté-là, dans certaines communes, il y a la moitié de la population qui sont des Allemands. Et donc ces personnes-là, potentiellement, peuvent être tirées au sort. Et un troisième élément de ce dispositif permanent, c'est un secrétaire permanent. À la taille de la communauté, c'est une personne temps plein, ce qui n'est pas beaucoup, mais cette personne-là est complètement dédicacée au travail de suivi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette évolution, et pour répondre en creux aux questions qui sont posées, cette évolution entre les expérimentations vers une nationalisation. Où est-ce que ça nous mène? Quel va être l'effet? Et notamment pour répondre à la critique de Christina Lafont, de dire qu'est-ce qui se passe pour la démocratie de masse? On n'en sait encore rien, mais il a le potentiel, puisque à l'échelle de cette communauté-là, une personne, un habitant de 16 ans et plus, a 67% de chance d'être tiré au sort une fois dans sa vie. Donc 67%. Mais la taille est petite d'une certaine façon. Et paradoxalement, et c'est là que je m'arrête, évidemment, plus de personnes vont dire non, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Mais ça, c'est un autre débat. Merci. Alors, je m'inscrirai dans le prolongement des deux interventions précédentes, en décalant un petit peu peut-être la perspective. Lorsque l'on demande qu'est-ce que cela veut dire que la démocratie représentative, spontanément, aussi bien parmi les citoyens que parmi les journalistes, parmi la classe politique, parmi les universitaires également, la réponse c'est un type de démocratie qui repose sur l'élection, les élections libres et légales et régulières, avec la possibilité pour les élus de monopoliser l'exercice de la décision. Or, on peut prendre un peu de recul par rapport à cette définition. En allemand, en néerlandais, dans les langues scandinaves, il y a deux mots qui peuvent rendre ce que, en français ou dans les langues néo-latines, on appelle représentation. Un mot, Vertretung, Stellvertretung en allemand, qui renvoie au fait d'avoir un mandat, et un mandat, en termes politiques, basé sur l'élection, la volonté du peuple.
Et puis il y a un deuxième mot, la représentation, qui a une double connotation. Une première connotation de représentation symbolique, c'est les imaginaires, et en particulier une représentation symbolique qui se fait à travers une perspective unifiée. En théorie de la littérature, c'est le narrateur omniscient, par exemple. Ce n'est pas les avant-gardes avec une vue kaléidoscopique de la chose. Et puis une deuxième dimension qui est une dimension d'incarnation. C'est un groupe qui incarne un groupe plus large, ou une personne qui incarne un groupe plus large, une partie pour le tout, une pars pro toto. Or, ce qui est intéressant, c'est que le mot qui est utilisé lorsque l'on dit dans ces langues démocratie représentative, ce n'est pas le mot qui renvoie au mandat et au mandat électoral, mais c'est le mot qui renvoie à la représentation symbolique et à l'incarnation. Et cela nous amène à penser que, initialement, et peut-être encore aujourd'hui, une part fondamentale de la légitimité de cette démocratie représentative, ce n'est pas simplement, ou pas d'abord, qu'elle repose sur l'élection, c'est qu'elle permet une représentation symbolique et une incarnation adéquate de la collectivité politique. Et cela avait été théorisé par les premiers philosophes, politiques, intellectuels du gouvernement représentatif de deux manières. D'une part, ce système permettait de rassembler, décrire, représenter la diversité des intérêts de la société civile. C'est Guizot, le grand théoricien de cela. Et d'autre part, donc une représentation descriptive à sa manière. Et d'autre part, cette manière de représenter permettait aussi d'incarner dans un corps unique la multiplicité de la nation. Burke, Sieyès, Condorcet aussi, à travers cette idée que ce corps pouvait délibérer pour l'intérêt général, ce qui n'était pas possible à l'échelle des grands États dans un cadre de démocratie directe à l'époque. Or, il me semble qu'aujourd'hui, une partie fondamentale de la crise de la démocratie représentative, c'est que ces deux dimensions, qui étaient considérées comme fondamentales initialement, ne sont plus réunies. La majorité des citoyens pensent que le système aujourd'hui ne permet plus de représenter la diversité des intérêts, des valeurs, des expériences qui sont présentes dans la société, parce que c'est simplement une élite, une petite élite coupée du reste de la masse des citoyens qui est représentée, d'une certaine manière. Les Gilets jaunes en France l'ont exprimé fortement. Et puis deuxièmement, cette fonction d'incarnation est aujourd'hui contestée car les assemblées politiques institutionnelles sont des théâtres où des groupes politiques poursuivent des personnes, poursuivent leurs intérêts de carrière et leurs intérêts partidaires et ne délibèrent pas pour l'intérêt général. Peu de gens aujourd'hui le pensent. Or, le tirage au sort, les mini-publics tirés au sort, les assemblées tirées au sort, d'une certaine manière peuvent revendiquer d'une autre manière cette double fonction initiale de la démocratie représentative. D'une part, à travers le tirage au sort stratifié, c'est-à-dire par quota, qui est habituellement utilisé, on aboutit à une bien meilleure description de la réalité des expériences, des valeurs, des intérêts de la société que l'élection qui aboutit à donner à des gens très différents des autres le pouvoir de décider. Et deuxièmement, à travers la délibération presque idéale qui est organisée dans ces mini-publics, on a une dynamique qui est tournée vers l'intérêt général et le bien commun, bien supérieure à celle que l'on trouve dans les assemblées politiques élues. Et du coup, on peut avoir une incarnation beaucoup plus efficace, potentiellement, de l'unité de la société que celle que l'on retrouve dans les assemblées classiques. Et il me semble que ces deux dimensions de légitimité sont potentiellement très fortes et peuvent être perçues assez largement par les citoyens et devenir demain des sources de légitimité factuelle forte de ces assemblées tirées au sort et délibérantes. Et les deux sont liés de façon intrinsèque. Sans la délibération, nous n'aurions pas cette capacité potentielle-là. Qu'en est-il
d'une troisième dimension potentielle de la légitimité des assemblées tirées au sort, celle de l'égalité. Bien souvent, et cela a été rappelé ici, on dit, puisque tout le monde a la même chance d'être tiré au sort, la valeur de l'égalité, qui est une valeur démocratique fondamentale, est réalisée. Quand on passe à une échelle qui n'est pas celle de la communauté germanophone de Belgique, cette valeur est cependant relativisée. Bien sûr, en donnant la possibilité à des citoyens ordinaires, à des profanes, à n'importe qui, de pouvoir être tirés au sort, cette dimension d'égalité existe, en particulier lorsqu'on l'oppose à la sélection des meilleurs, entre guillemets, ou de ceux qui se pensent les meilleurs, qui est à l'œuvre dans le mécanisme électoral. Mais lorsque l'on rapporte ce mini-public tiré au sort à la masse de la population, alors la chance d'être tiré au sort à l'échelle de la France est si faible que la question se pose différemment. Elle se pose d'autant plus différemment qu'une partie des initiateurs, des inventeurs, des partisans de ces assemblées tirées au sort délibératives se situent dans une perspective que l'on pourra appeler d'élitisme démocratique, différent de celui des théoriciens de la démocratie, du gouvernement représentatif classique. L'idée, chez beaucoup, est que le peuple, lorsqu'il s'exprime directement dans la rue, dans des référendums, dans des initiatives citoyennes, n'est pas compétent. Et que cela serait, ou cela est, disons, la foule qui s'exprime, les masses, l'irrationalité, et que cela est dangereux. Et que tant qu'à faire, il vaudrait mieux encore rester sur le système classique de démocratie élective, complété de l'Assemblée tirée au sort, que de donner la parole directement aux citoyens pour qu'ils prennent des décisions. Pourquoi élitisme démocratique, entre guillemets, ou élitisme délibératif? C'est l'idée que les citoyens ordinaires ne sont légitimes pour participer à la prise de décision que s'ils ont délibéré dans des conditions presque idéales. Et du coup, ces mini-publics tirés au sort ont régulièrement été opposés, dans la pratique comme dans la théorie, à des mouvements sociaux, à la démocratie directe, à des mouvements de contestation de l'ensemble du système politique. Et il me semble que par rapport à cet enjeu-là, des innovations, je vais conclure là-dessus, des innovations qui se sont faites depuis quelques années en Oregon, en Suisse ça va commencer au début de l'année prochaine à Sion, vont dans le sens d'un couplage entre, en Irlande également, d'un couplage entre démocratie délibérative et démocratie directe. Et que là, la délibération de citoyens ordinaires est non plus opposée, mais est mise en rapport et en interaction dynamique avec la décision du grand nombre, et que du coup la critique de Lafont peut être dépassée. De façon intéressante, en Allemagne, il y avait deux groupes très différents qui ne se parlaient pas jusqu'à une date récente. Un premier groupe était celui qui organisait les jurys citoyens et les panels tirés au sort. Et puis un deuxième groupe demandait plus de démocratie directe qui existe au niveau municipal et des Länder, mais qui n'existe pas au niveau fédéral. Et parce que la démocratie directe a été reprise comme un drapeau par l'extrême droite, en Allemagne comme un peu partout en Europe, dans les dernières années, ces partisans de la démocratie directe se sont rapprochés des partisans de la démocratie délibérative, et aujourd'hui ils travaillent ensemble, et ceux qui étaient partisans de la démocratie délibérative se sont rapprochés des partisans de la démocratie directe pour gagner en légitimité populaire, car jusque-là, cette légitimité, c'était un petit peu le premier stade que tu décrivais en Belgique, restait très faible, et que cette coopération entre deux groupes qui jusque-là ne se parlaient pas, me semble-t-il, indique la voie par laquelle la légitimité de ces assemblées tirées au sort pourrait passer un cap qualitatif et arriver au troisième stade que tu as décrit. Comme le temps avance, Loïc va directement passer à la question de la Convention citoyenne, et puis on prendra une série de questions.
Oui, d'autant plus que effectivement la valeur ajoutée de ce que j'aurais pu dire sur le tirage au sort par rapport à ce qui a été dit était relativement faible. Simplement 30 secondes de réaction à ce qui a été dit, à la question de Jean-Michel. Remarque très très générale, c'est-à-dire que on n'est pas ici pour raisonner in abstracto sur le tirage au sort, mais par comparaison avec la légitimité qui est celle de la démocratie représentative. Et si on fait un tableau comparatif de la modalité de prise de décision par des assemblées tirées au sort et les modalités de prise de décision par les assemblées représentatives issues de l'élection, d'un certain point de vue, il n'y a pas de photo en termes d'inclusion, ça a été tout à fait bien dit, en termes de qualité de la délibération, c'est-à-dire de throughput, et j'ai tendance à dire, mais il faudrait le vérifier, qu'en termes d'output, c'est-à-dire qu'en termes de production, les assemblées citoyennes tirées au sort ont tendance à faire mieux. Il manque un élément fondamental qui interdit qu'on puisse substituer des assemblées tirées au sort pour faire la loi et produire la loi aux assemblées représentatives ou au référendum, c'est l'impossibilité pour chaque citoyen d'avoir pu, à un moment ou à un autre, participer au processus. Bernard Manin en avait fait l'argument principal de la mise à l'écart du tirage au sort dans notre histoire politique à travers ce fameux adage quod omnes tangit, alors c'est le matin, j'ai pas pris beaucoup de café, etc. Quod omnis tangit, c'est l'idée que ce qui concerne tous doit pouvoir avoir pu être approuvé par tous. C'est ce qui fait la force incroyable de l'élection. Alors une force évidemment déclinante, mais l'élection permet ça. Hein, bon. Et deuxième remarque, ce qui a été dit sur la légitimité sociale, la légitimité, ça ne se décrète pas. Certes, les promoteurs du tirage au sort, les activistes du tirage au sort, les sortitionnistes du tirage au sort pensent la potentialité de légitimation de cet instrument, mais effectivement, ça se prouve. Et aujourd'hui, le défi auquel font face les assemblées citoyennes un peu partout et la Convention citoyenne pour le climat, c'est que la connaissance de ce qu'elles font, que la connaissance même de ce qu'elles sont parviennent au grand public. Et l'enjeu, et on y reviendra peut-être, l'enjeu de médiatisation, l'enjeu de visibilisation, de publicisation est un enjeu capital, et il n'est pas du tout simple à régler, parce qu'il y a des raisons aussi d'opacité nécessaire de la discussion, de secret de la discussion qui doit être préservé. Et donc c'était un petit peu les deux remarques que je voulais faire en écho à ce qui a été dit. Mais je pense qu'il est intéressant parce qu'on est en plein dans l'actualité. Hélène est là, est revenue des États-Unis, je pense, pour le colloque du GIS, mais aussi pour suivre le 3e week-end de la Convention citoyenne pour le climat, de dire que finalement ce qu'on est en train de tenter, c'est une forme de pari, c'est-à-dire d'expérimentation grandeur nature, d'un dispositif ou d'un type de dispositif en France, pour la première fois, d'un type de dispositif qui, jusqu'à présent, avait été confiné dans des conditions pas de laboratoire, mais de quasi-laboratoire. C'est-à-dire que là, on teste. Hein, c'est une forme de crash test de cette idée, puisque sont embarqués dans l'expérience des citoyens, au premier chef, 150 citoyens qui jouent le jeu. Alors, je dirais encore plus que jamais, parce que finalement, ils sont convaincus que peut-être ils vont pouvoir contribuer à produire des décisions susceptibles de permettre d'avancer sur cette question de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est pas rien. Jouer sur les espérances des citoyens, jouer sur leur implication, jouer sur finalement cette chose assez précieuse qu'est leur engagement, c'est quelque chose pour un chercheur comme moi qui observe ça, qui défend le principe de ce type de démarche depuis assez longtemps, c'est quelque chose de très fort.
Ça, c'est le premier élément. Alors, je vais simplement, pour ne pas vous perdre, et pour ceux qui n'auraient pas suivi cette actualité, je vais vous dire quelques mots et après, éventuellement, et bien évidemment, on va pouvoir discuter. Qu'est-ce que c'est que la Convention citoyenne ? C'est à la fois une réponse au grand débat et un anti-grand débat. Une réponse au grand débat qui a été produite d'abord par un groupe de citoyens, d'activistes, qu'on a appelé les Gilets citoyens, qui ont dit pour sortir de la crise politique actuelle, qui est une crise de légitimité, hein, c'est une évidence absolue, il faut inventer un dispositif qui permettrait à des citoyens tirés au sort de mettre sur l'agenda un certain nombre de questions, d'exprimer un certain nombre de préoccupations et éventuellement de projeter certaines solutions. Donc, une rencontre tout à fait improbable s'est faite avec la stratégie présidentielle, puisque c'est une stratégie présidentielle de sortie de crise, qui a dit finalement en avril 2019, banco, on va, pour prouver notre bonne volonté démocratique et notre intérêt pour le mouvement, on va permettre la mise en place d'un dispositif de ce type. Le dispositif s'est mis en place à l'issue d'un compromis entre le ministère de la Transition écologique, le Conseil économique et social environnemental, qui est censé devenir, dans la prochaine réforme constitutionnelle, si elle a lieu, la Chambre de la participation citoyenne. C'est le terme qui a été donné dans le projet de loi constitutionnel, mais le processus est encore en cours. Et ce collectif des Gilets citoyens, parmi lesquels on retrouvait Cyril Dion, Priscilla Ludowski, qui était une des protagonistes des Gilets jaunes, ou Laurence Tubiana. Et finalement, c'est mis en place un design de procédure qui, je pense, est susceptible de répondre aux critiques, puisque c'est ça l'enjeu. Comment répondre aux critiques de non-représentativité, d'opacité, d'inanité aussi, ou d'incapacité des citoyens à produire ce qu'on leur demande. La demande, la question qui leur a été posée, c'est comment, Hélène l'a dit, comment diminuer d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. On a tiré au sort 150 citoyens par une méthode stratifiée, ça a été très bien dit, une méthode qui me semble non pas produire de la représentativité au sens statistique du terme, mais une diversité extraordinaire de la population française, donc en fonction d'un certain nombre de critères, dont un qui me paraît absolument essentiel, c'est le critère du niveau de diplôme, puisque l'on sait, tous les sociologues de la politique savent depuis très longtemps que la participation à la démocratie représentative, mais aussi à la démocratie représentative, est liée au niveau de diplôme. Hein. Il y a une très forte corrélation. Il y a 28% de gens qui, dans la population française, n'ont pas de diplôme, ou se sont arrêtés au certificat d'études primaires ou au brevet des collèges. Nous avons voulu que la même proportion existe dans l'Assemblée, et nous avons des publics que l'on n'a nulle part dans les espaces de démocratie participative. On a voulu aussi qu'il y ait des jeunes de moins de 18 ans, compte tenu des mobilisations des jeunes aujourd'hui contre le climat notamment. Il y a 4 jeunes de moins de 18 ans, entre 16 et 18 ans, qui représentent finalement le poids de cette tranche d'âge. On a voulu des gens précaires, et il n'était pas question de les avoir par sondage, mais les petits frères des pauvres accompagnent au sein du dispositif de personnes vraiment précaires, et puis une représentation territoriale, socio-professionnelle. Au final, on a 80% de participants qui n'ont jamais participé auparavant à quelque dispositif de participation que ce soit, à quelque dispositif politique que ce soit. Donc on a là vraiment quelque chose qui représente, alors avec ce que disait, représente descriptivement d'une manière tout à fait convaincante la population française. À partir de là, on a mis en place la mécanique
de tous les mini-publics, c'est-à-dire un socle d'information initiale, une désignation d'experts que l'on souhaite la plus pluraliste possible. Et en fait, pour le vérifier, il faut juger sur pièce, il faut regarder à qui on a demandé d'informer les citoyens dans les séances de démarrage. Et puis là, il va y avoir 6 week-ends. Je peux encore entrer dans la mécanique de manière beaucoup plus précise. Il y a des garants, 6 week-ends plus 1. C'est-à-dire que d'ici la fin janvier, les citoyens auront produit un projet de loi. Ce sera un projet de loi. Et ce projet de loi, le président s'est engagé à le transmettre sans filtre, soit au référendum, soit à l'Assemblée. Et là, il y aura un cas tout à fait intéressant, éventuel, de conflit de légitimité. C'est-à-dire qu'une fois que l'Assemblée aura ce projet de loi qui entrera dans le processus législatif, qu'en fera-t-elle, qu'en fera-t-elle? Est-ce qu'elle va l'amender, l'édulcorer, ou en tout cas, ou éventuellement s'asseoir sur le projet de loi? Tout à fait possible, compte tenu de... on parlait du déficit de légitimité sociale. Il y a aussi un sentiment assez légitime de la part des assemblées de se voir court-circuiter par ce type de dispositif. Et dans les éléments du décor, de la big picture qui englobe cette expérience, il y a cette idée aujourd'hui que beaucoup pensent au sein de l'establishment politique, mais aussi à l'extérieur, qu'on a affaire à une nouvelle ruse de la raison néolibérale. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à un exécutif qui fonctionne habituellement sans véritable participation, qui cherche en permanence à court-circuiter les corps organisés et qui trouve là une sorte d'instrument assez génial qui simule en quelque sorte la participation en la rendant relativement indolore. Parce que même si l'Assemblée citoyenne réagit, prend position, etc., ce sera toujours moins coûteux que des manifestations dans la rue ou des grèves générales. Donc cette possibilité de substituer cet artefact démocratique aux formes classiques de la démocratie, y compris de la démocratie parlementaire, ça peut être une tentation de nos pouvoirs qui, comme ça a été dit d'entrée, ont tendance à être de plus en plus autoritaires. Donc là, il y a quelque chose à démontrer, que ce n'est pas ça, que ce que vont produire les citoyens sera d'une qualité, d'une ambition, alors ça je n'en sais rien, pour l'instant rien ne peut le prédire, soit d'une ambition suffisante pour que le pouvoir politique ne puisse pas en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que ça s'impose finalement comme une sorte d'input citoyen majeur dans le processus politique. Elle va devoir faire la preuve finalement de sa légitimité, puisque ça, on l'a dit, ça ne se décrète pas, ça se démontre. Et là, on aura peut-être à un moment un clash de légitimité qui sera tout à fait intéressant. Mais on peut comprendre les craintes des parlementaires, et l'un des enjeux, c'est de les embarquer dans le processus suffisamment tôt pour qu'ils ne voient pas ça comme une arme de guerre ou un cheval de Troie de ce que pourrait être une nouvelle définition de la participation citoyenne, c'est-à-dire une participation artefactuelle via des plateformes de consultation. Et dernier point, une chose à laquelle je tiens, la tendance à l'analyse qui consiste à analyser la Convention citoyenne comme le grand débat, je tiens et je n'arrête pas de dire que c'est l'anti-grand débat. C'est à la fois un prolongement du grand débat, mais un anti-grand débat. Là, on a un vrai instrument de délibération, on a une vraie robustesse du design, puisque le comité de pilotage est complètement indépendant. On pourra revenir sur sa composition, les garants. Et à la fin, on a prévu un dernier week-end, un 7e week-end, où les citoyens vont pouvoir répondre à la réponse du président de la République et donc s'exprimer dans l'espace public pour dire comment ils reçoivent la manière dont leur travail a été lui-même reçu. Voilà. Merci, on va passer aux questions. Je signale juste que, comme pour le grand débat et pour la Convention citoyenne, un dispositif d'observation est mis en place par les chercheurs. Plusieurs sont là, donc
pourront aussi participer à la discussion et qu'on pourra revenir sur certaines de ces questions à deux moments dans le colloque. Il y a un atelier autour des questions de tirage au sort. Je vois Jacques Testard est là et ce sera une occasion de revenir sur ces questions. Et puis le samedi, on fera une table ronde sur le grand débat, justement sur les résultats un peu des travaux d'observation du grand débat. Donc on pourra revenir sur son lien avec la Convention citoyenne. Voilà, Catherine Neveu, Julien Talpin portent des micros. Donc on prend 5-6 questions et oui, on répondre très court. Rapide, alors d'accord. J'aimerais rebondir sur une des propositions qu'a faite Hélène en disant la grande difficulté pour ce type de questions, c'est la légitimité normative. Donc le deuxième point, et les critères que tu as donnés finalement ne sont pas des critères qui sont vraiment normatifs, puisque c'est l'autorité d'une bonne instance, c'est par délégation, il y a une bonne instance qui est légitime, qui elle donne. Ensuite, la diversité. Mais la diversité, ce n'est pas encore normatif. Comment est-ce qu'on passe de la diversité à la question de la difficulté du pluralisme et d'un jugement collectif? On est pré-rawlsien d'une certaine façon. Et puis, la qualité du processus, c'est ce qui vient après. Donc, ma question très simplement, c'est est-ce qu'il y a des critères normatifs? Je pense que l'incarnation dont parlait Yves Saint-Omer, ce n'est pas normatif non plus. Et le deuxième point, je ne vais pas être trop long non plus. Mais est-ce qu'il y a vraiment des critères normatifs sur cet élément, pas du processus, mais de la sélection par tirage au sort? Et puis dernière question, oui, conflit de légitimité au Parlement, éventuellement avec ce qui pourrait sortir de la Convention. Les Suisses font ça régulièrement avec des référendums. Ils n'ont pas de problème, ça passe par le Parlement. Ils n'ont pas de conflit de légitimité, ils ont des contre-projets. On peut s'arranger avec ça. Oui, bonjour. J'avais une question pour renforcer justement le poids de cette convention citoyenne et pour que derrière, ce qui soit proposé soit repris par référendum, par l'Assemblée. Comment faire pour qu'elle ait justement une forte légitimité sociologique pour qu'elle soit soutenue par les citoyens? J'ai le sentiment aujourd'hui, si on va dans la rue et on demande à quelqu'un c'est quoi la convention, pas grand monde n'est au courant. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites ou qui sont réfléchies pour ça? Oui, je voulais revenir sur le fait que en Allemagne, ce qui a été décrit sur le fait que les gens qui sont du côté de la démocratie représentative classique et ceux qui sont du côté de cette démocratie directe, face au populisme, font alliance et finalement articule une certaine verticalité de la représentation et une horizontalité de cet espace délibératif plus direct. Et il me semble que ce qui est retrouvé là, ce sont des institutions pensées au XVIIIe siècle, dans la période révolutionnaire, et qu'il reste une difficulté qui est extrêmement forte quand on souhaite articuler un espace public délibératif disséminé et une représentation nationale ou à une autre échelle, à la limite, peu importe. C'est la temporalité qu'il faut pour pouvoir fabriquer des dispositifs de synthèse entre l'espace disséminé et l'espace plus centralisé. Et que ça, personne n'en a parlé. Et il me semble qu'on est arrivé à ce moment-là, et que ce moment-là est ce qui a échoué dans une certaine mesure en Grèce quand la question s'est posée, parce que la question s'est posée avec Tsipras et Syriza, et qu'aujourd'hui, on a une dissémination des espaces délibératifs de petites assemblées qui est extrêmement fort et qui est capable de produire des propositions ou des revendications ou toutes sortes de choses qui sont tout à fait passionnantes, mais on n'a aucun dispositif de coagulation, synthèse, réélaboration, et que dans une certaine mesure, c'est aussi à cet endroit-là que les révolutionnaires se sont arrêtés, puisqu'ils n'ont pas mis en œuvre leur constitution de 1793 qui pensait cette articulation. Donc du coup, la question en tant que scientifique, on a imaginaire dans le titre du colloque. Est-ce qu'on est simplement voué, comme le disait Hélène, à travailler sur l'existant? Il n'y a pas qu'Hélène qui a dit ça, c'est un peu l'implicite, bien sûr, de nos disciplines empiriques. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, en tant que personnes qui ont à disposition toutes sortes justement d'expérimentations, à produire un imaginaire sur les impensés de la situation, et donc de proposer, d'être force de proposition comme l'était
les philosophes évoquaient. J'étais inquiète en entendant Guizot, mais après j'étais un peu rassurée en entendant parler de Sieyès et Condorcet. Ils n'ont pas simplement réfléchi sur le dispositif qui existait, ils ont aussi fait des propositions. Alors, est-ce que le travail des savants aujourd'hui pourrait être propositionnel un tout petit peu plus pour saisir ces impensés de la temporalité démocratique qui a la réputation d'être laborieuse, longue, etc. Oui, Jacques Testard de Sciences citoyennes. À propos de la Convention citoyenne sur le climat, je voudrais poser une question. Il est évident, la communication a été très forte là-dessus, que le tirage au sort des citoyens a été fait avec beaucoup de soin. Mais il y a un critère dont je ne sais pas s'il a été pris en compte, c'est celui de recruter éventuellement des partisans par hasard. Des partisans dans le panel qui pourraient influencer les autres membres du panel. Nous, à Sciences citoyennes, on pense que les gens doivent être profanes pour pouvoir participer à ça. Et j'ajouterais que d'après les images que j'ai vues dans les médias, il semble que les médias interviennent largement, que les citoyens du panel apparaissent publiquement, c'est-à-dire que l'anonymat n'est pas maintenu jusqu'à la fin de la procédure. Et là, on voit venir un biais d'influenceurs qui pourraient intervenir pour faire valoir un point de vue. Et ça ne me paraît pas très correct. Oui, pour moi, il y a un éléphant dans la pièce, on n'en parle pas, et le débat reste très théorique. On a les citoyens, les élus, mais entre les deux, il y a l'administration, il y a tout un système techno-administratif qui est là, et on ne pense pas du tout la relation entre les citoyens tirés au sort face à l'inspection des finances, face au grand corps de l'État, par exemple, comment ça marche. Et quelle légitimité vis-à-vis de ça. Enfin, la loi, elle est écrite essentiellement par les technos et elle n'est pas tellement écrite par les politiques. Donc cette relation, elle est même pas évoquée. Et là, il y a quand même quelque chose qui me gêne énormément, c'est qu'on reste dans un discours, est-ce que c'est représentatif ou pas, etc. Mais au fond, est-ce que ce sera mis en œuvre, est-ce que ça peut être mis en œuvre dans ces conditions-là ? Bonjour, moi j'ai une question technique. Je voudrais savoir si l'Assemblée sera obligée à discuter la proposition de loi. C'est une question qu'on s'est posée tout au long de la saison de la participation en Italie et aussi au sein de débats sur les communs, c'est-à-dire comment relier les instances de participation citoyenne avec les institutions de démocratie directe codifié, institutionnalisé. Et ça a été un angle mort de cette communication, au moins en Italie. Et une autre question plus dans le fond, est-ce qu'on a pensé la relation entre cette convention citoyenne et les mouvements politiques ? C'est-à-dire comment, un peu dans le même sens des influenceurs, mais dans une direction un peu opposée, comment on intègre aussi le travail critique, engagé politique des mouvements et d'autres acteurs qui sont partie prenante dans cette élaboration. Merci. Une petite dernière question. Vous avez le micro. Désolée. En fait, je voudrais juste savoir pourquoi est-ce qu'on accepte en fait ce genre d'assemblées citoyennes qui ont été, disons, pilotées par les technocrates, alors que les activistes pour le climat ont une revendication bien claire, c'est de s'unir derrière la science. Donc en fait, les mesures qui sont à prendre, elles sont claires. C'est-à-dire on n'a pas besoin de délibérer pour réduire les émissions de carbone. Enfin, s'il y a des technocrates, alors ils savent bien comment les entreprises doivent le faire, comment l'État doit réguler, comment on doit mettre en place des lois pour réguler les émissions de carbone. Donc les assemblées citoyennes, c'est sympa, mais en fait, ce qui reste à faire, c'est évident. On sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. Donc, je ne sais pas si le soupçon reste encore d'actualité, le soupçon de cheval de Troie. Voilà, merci. Moi, j'avais juste une dernière mini-question, je suis désolée, c'est là. Moi, parce que juste pour dire qu'on a bien conscience que vous vivez quelque chose d'historique, enfin, en étant observateur, en voyant cette nouveauté qui se fait. Donc, on a envie d'en savoir plus. Bon. Mais juste sur le point des questions de l'inégalité,
Vous avez dit, Loïc a dit, 28% des personnes sont non diplômées. Est-ce que vous observez ou est-ce qu'il y a eu une réflexion chez les garants et dans l'organisation de tout ça sur pas seulement le nombre de personnes précaires qui sont présentes, mais aussi la question de l'inégalité dans la délibération. On sait que si rien n'est fait, pas tout le monde s'exprime de la même manière. C'est pas la peine de refaire tous les cours de sociologie politique qu'on pourrait faire. Et il y a aussi la question du nombre. Je sais que la question était délicate avec ATD Carmonde qui disait qu'il fallait plus, qu'il fallait 10 personnes. Donc il y a tout un débat autour de ça et peut-être de l'imaginaire, de l'imagination à faire pour la suite. J'avais une petite question aussi, je me permets. On fera qu'un seul tour. De toute façon, je pense. Non, juste très rapidement, moi je voulais revenir parce qu'en fait j'ai trouvé la table ronde très intéressante, mais en même temps très homogène en fait. On peut tous vous qualifier, je pense, comme des délibérativistes un peu critiques, et c'est intéressant de voir que vous avez tous, d'une façon ou d'une autre, mentionné Christina Lafont pour vous en démarquer. Et du coup, je voudrais rebondir un peu là-dessus rapidement. En fait, Yves, d'une certaine façon, tu as apporté une réponse à la question. Au fond, la solution face à l'élitisme délibératif éventuellement que peut représenter le tirage au sort, c'est de le coupler à la démocratie directe. Ce serait une façon d'inclure les mouvements sociaux dans la fabrique des décisions collectives et d'articuler et d'hybrider au fond ces formes de légitimité-là. En même temps, ces formes d'articulation entre démocratie directe et tirage au sort sont extrêmement rares. Tu as cité quelques cas, la Colombie-Britannique, l'Irlande, peut-être demain la Suisse. D'où une question du coup par rapport à la Convention citoyenne, mais aussi du coup à Loïc et Jean-Michel qui font partie du comité de gouvernance et qui, pour rebondir un peu sur la question de Sophie, ont contribué à façonner le dispositif. C'est dans quelle mesure un dispositif tiré au sort et un mini-public qui ne serait pas articulé à des mécanismes de démocratie directe serait voué à retomber sur de l'élitisme délibératif et à mettre de côté les mouvements sociaux. Est-ce que ça, c'est pas un critère déterminant? Et on a l'air de penser avec la Convention citoyenne que, au fond, c'est pareil, le projet de loi, qu'il soit transmis au Parlement ou qu'il débouche sur un référendum, c'est la même chose. Sauf que dans le contexte politique français, avec la revendication du RIC, etc., c'est quand même pas tout à fait la même chose, me semble-t-il. Et donc je pense que c'est une question qui mérite d'être creusée. Bon, comme il y a beaucoup de questions sur la Convention citoyenne, je vais commencer. Je vais quand même adresser la question de Sophie, parce qu'elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que là, tu nous invites à avoir une position pas de législateur, mais en tout cas de penseur, de codificateur. Or, ça me paraît être, compte tenu de ce qu'on a observé à Nuit debout et le film qu'on avait diffusé lors d'un précédent colloque du GIS de Marianne Otero qui s'appelait L'Assemblée le montrait très bien, compte tenu de l'incroyable difficulté qu'il y a à penser dans ces mouvements et à s'accorder sur des dispositifs de synthèse ou d'agrégation de la volonté. Quand on voit les difficultés néanmoins des assemblées de commercy, c'est vrai qu'on est tous très très attentifs à ce qui se joue là, mais on mesure, et je ne vois pas comment les chercheurs de l'extérieur pourraient finalement réunir tout le monde, convaincre, avoir l'idée géniale qui organise. Tu vois, c'est un programme que je trouve d'une ambition phénoménale. Et du coup, c'est beaucoup plus simple finalement, d'un certain point de vue, en tant que chercheurs embarqués à leur corps consentant dans un dispositif qui est top-down, c'est beaucoup plus facile, paradoxalement, d'intervenir là, dans un moment de crise. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui a été possible à travers cette Convention citoyenne est lié à la déstabilisation du système politique produit par les Gilets jaunes. Je ne crois pas qu'à froid, le système politique aurait permis à des acteurs qui n'ont aucune allégeance à quelque pouvoir que ce soit et cette marge de manœuvre pour penser le dispositif. Alors pour les questions techniques, sur la légitimité symbolique, on fait tout ce que l'on peut. En termes de communication par les réseaux sociaux, relations presse, etc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit du caractère mais central de la communication et on paye finalement, d'un certain point de vue, la nature même de ces dispositifs de communication de masse dans nos sociétés. Par exemple, je suis sûr que tant que TF1, BFM, toutes ces chaînes qui ont un poids auprès de populations qui sont très éloignées d'une expérience de ce type ne joueront pas le jeu, et elles peuvent ne jamais jouer le jeu, elles peuvent faire l'omerta sur une convention de ce type, on ne pourra jamais toucher l'ensemble des citoyens. Et puis le deuxième problème, c'est un problème qui rejoint ce que disait Jacques Testard,
c'est le problème de la médiatisation. Il est clair que médiatiser des débats à huis clos sans qu'aucune personnalité n'émerge, c'est quelque chose qui est mission impossible pour les grands médias. C'est-à-dire que si on avait suivi l'orthodoxie qui a des vertus, hein, parce qu'aucun choix n'est complètement bon. L'orthodoxie des jurys citoyens, une certaine orthodoxie française des jurys citoyens qui consiste à penser une forme de conclave avec, bon voilà, il y a 15-20 citoyens qui ont été tirés au sort, là en l'occurrence 150, on les enferme, ils produisent, et voilà, vous êtes obligé de vous intéresser à ce qu'ils ont produit. Là, c'est incroyablement compliqué de créer cette légitimité sociale. Donc, les seules possibilités, c'est de personnaliser la communication, de produire du récit à partir de personnalités, de participants au tirage au sort, qui sont obligés de sortir de l'anonymat. Et donc de prendre des risques. Et nous sommes infiniment conscients de ces risques. Nous les avons préparés. Nous leur avons dit qu'ils pouvaient ne pas répondre aux médias et que, par certains côtés, s'ils ne se sentaient pas suffisamment forts ou s'ils se sentaient en danger, qu'ils ne devaient pas communiquer aux médias. Donc ceux qui le font sont des gens qui le font en conscience. Et il me semble que c'est absolument indispensable pour que l'on parle pendant, parce que l'enjeu, c'est qu'on parle de la Convention pendant le dispositif. Après, il sera infiniment trop tard. Infiniment trop tard. Donc, c'est une des réponses à la question. Sur l'autre question de Jacques Testard, sur le critère de l'opinion politique, là encore, nous n'avons explicitement pas voulu suivre cette orthodoxie française du jury citoyen ou du mini-public qui consiste à écarter d'emblée ceux qui semblaient avoir un engagement politique particulier. Donc nous avons pris le risque d'en avoir dans la Convention. Mais ils sont minoritaires. Ils sont là, on les découvre. Il y a par exemple un partisan forcené d'une solution technique au réchauffement contre le climat. Et en fait, il est lobbyiste de ce truc dans la Convention. C'est le risque. C'est moi, je pense qu'il était beaucoup trop, d'un certain point de vue, mettre à l'écart tous les militants, mettre à l'écart tous ceux qui avaient déjà peut-être réfléchi à cette question, soit comme climato-sceptiques, soit comme activistes environnementaux. Ça n'aurait pas produit vraiment une diversité ou une représentativité de la société française. Mais il est tout seul. Et il y a des phénomènes d'autorégulation qu'on ne mesure pas dans ces dispositifs. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, finalement, se dissolvent dans le processus, et c'est la force du collectif qui l'emporte. À 150, c'est évidemment plus facile qu'à 15. Sur les grands corps de l'État et sur les techniciens, sur cette technostructure qui fait écran entre la parole citoyenne et le Parlement. On a prévu ça de manière très technique. Ils vont être accompagnés par un comité de juristes volontaires, conseillers d'État, spécialistes du droit de l'environnement, qui vont mettre en forme leurs propositions en forme de texte de loi. C'est-à-dire, ce texte de loi, il sera rédigé de façon à être directement accepté. Bon. Et ils vont être accompagnés, et ils sont accompagnés tout au long du dispositif par des experts désignés par le Haut Conseil au climat et par l'ADEME qui vont les informer des conséquences techniques de leurs propositions, de leurs coûts, etc. Donc, en fait, ils ne vont pas arriver complètement à poil dans un processus où, évidemment, il sera très facile de les sabrer pour non-conformité technique ou pour risque budgétaire. Donc, on a prévu ça. Mais tu as raison. Par ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. La question des inégalités dans la prise de parole, alors là, pour le coup, s'il y a une chose qui ne m'inquiète pas trop, c'est, compte tenu de la robustesse du dispositif d'animation, on a les deux meilleures, et il faut leur rendre hommage, les deux meilleures boîtes de facilitation de la parole, de modération qui existent en France, Res Publica et Mission Publique, qui ont les moyens de construire les artefacts d'égalité dont tu parles et dont je parle, qui évitent les phénomènes de leadership d'opinion. Et jouer à ça, l'autorégulation, il fait que tout
tout le monde ne prend pas la parole tout le temps. Il y a des gens, évidemment, qui sont plus silencieux que d'autres. Mais en tout cas, les très fortes inégalités d'expression sont gommées. Et puis, dernier point, oui, ça compte de savoir si ça va passer au référendum, si ça va passer au Parlement, compte tenu de ce qui a été dit par Yves. Nous allons tout faire, en tout cas, et le comité de pilotage l'a répété, pour rappeler parce qu'à plus ample informé, alors on peut imaginer un scénario. À plus ample informé, c'est le président de la République, donc c'est l'exécutif qui soumet au référendum la chose. Donc on est obligé de passer par lui. C'est pas nous qui décidons. C'est un problème. On peut lui dire qu'il faut qu'il le fasse, mais un référendum d'initiative partagée. Où on l'a vu que ce n'était pas impossible avec l'aéroport, ce sera peut-être plus compliqué de réunir ça. Dans le cas où le président refuserait, c'est quelque chose qui me paraîtrait assez vertueux. L'imagine, si jamais il y a une sorte d'impasse politique, alors moi je ne parle pas au nom de la Convention et surtout pas au nom des citoyens, mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'envisagé. Oui, tu as raison. Ce passage par la souveraineté populaire, il est indispensable pour qu'on ait affaire à une vraie démocratie authentique. Merci Loïc. On a débordé un tout petit peu, mais quand même je vais vous demander un mot de conclusion, juste un mot, voilà. Hélène, on refait dans le même sens. Un mot de conclusion, j'avais encore plein de choses à dire. Oui, un mot de conclusion, dans ce cas-là, je conclurai sur mes pensées sur la Convention citoyenne. Je pense que ce que je veux surtout dire ici, c'est le bien que j'en pense, parce que c'est quand même un précédent historique incroyable. Il y a eu d'abord le processus islandais en 2010, qui était un premier tournant, à mon avis, dans cette transformation de la démocratie représentative. Ensuite, il y a eu le cas irlandais, parce que là, pour le coup, ça a marché. Et maintenant, le cas français, qui je pense, va être un succès. C'est un tournant parce que c'est un grand pays, 67 millions de personnes, un pays multiculturel. Le problème des cas précédents, l'Irlande, l'Islande, c'est que c'est des petits pays assez homogènes et donc c'est assez difficile à vendre, notamment quand je parle de tous ces sujets aux États-Unis. Si vous voulez, la France, on commence à prendre ça au sérieux. La Suisse, l'Islande, l'Irlande, c'est trop petit, quoi. Juste une remarque sur une des questions qui a été évoquée, le manque d'imaginaire. Mais c'est pas vrai. Il y a plein de publications qui font des propositions. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais je prendrai juste l'exemple du livre de Eric Olin Wright et John Castile, là, tout récemment, qui s'appelle Legislatures by Lot, la législation, enfin les assemblées parlementaires par tirage au sort, où plein de contributeurs en fait font des propositions différentes sur un bicamérisme, un monocamérisme, toutes sortes d'une décentralisation, des assemblées d'assemblées, des réseaux d'assemblées. C'est très riche, c'est très foisonnant, il y a plein d'idées. Par ailleurs, moi j'ai une étudiante qui fait une thèse sur l'introduction du tirage au sort dans les administrations. Donc je suis tout à fait d'accord avec le commentaire sur cet iceberg énorme où se font 80% des régulations et des contraintes sur nos vies quotidiennes se font. Ça, c'est un vrai sujet, c'est totalement à démocratiser aussi. L'université, il y a plein d'endroits où la corporation, la firme, enfin, ça aussi, ça devrait être dans le débat. Donc, on en est au début, c'est ça qu'il faut voir. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai tendance à le voir à moitié plein. Et par ailleurs, je voulais juste réagir encore un dernier mot. Moi, la Convention sur le climat, je ne la vois pas comme une rupture fondamentale avec le grand débat. Ça me paraît de l'étranger, ça paraît plutôt dans la continuité. D'ailleurs, c'était une des demandes dans les 21 assemblées. Il y avait 12 assemblées, dans les 21 assemblées tirées au sort, il y en a eu 12 qui ont convergé sur cette demande qui était « on veut une nouvelle forme de gouvernance sur le climat ». Je dirais, ça sort aussi de ça. Et puis, ça a essuyé les plates sur plein de dimensions. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus ambitieux ce qui est fait maintenant, mais il y avait plein d'idées assez riches dans ce qui était fait pendant le grand débat, qui avait d'ailleurs été largement inspiré par ce qu'avait proposé la CNDP avant. Donc, on part pas de zéro. On construit sur ce qui a été inventé, imaginé, raté avant, je veux dire. Tout ça pour dire que je pense que ce qui se fait en ce moment, c'est remarquable, que la question de connecter ça aux mouvements sociaux, c'est aussi essentiel. Moi-même, j'espère contribuer à cet imaginaire, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La démocratie ouverte », où le leitmotiv central, c'est cette idée d'un mini-public ouvert. Donc, je suis plutôt pour la connectivité et l'ouverture et la médiatisation
à l'extérieur, par des plateformes de crowdsourcing, par l'utilisation de technologies. Et je pense que la question d'un référendum en bout de course est en effet essentielle parce que ça va être un moment de médiatisation. Ça, s'il y a un référendum, il y aura de la médiatisation. Et donc, on parlera des raisons et des arguments avancés dans l'Assemblée. Tant qu'il n'y aura pas ça, ce serait très difficile. Merci. En ce qui me concerne, 2 mots en A en conclusion. Le premier, c'est assemblage. C'est le premier, finalement, du sous-titre. Je pense que c'est là notre rôle collectif en tant que chercheurs et activistes, c'est de penser cet assemblage, en fait. Ce n'est pas un processus en tant que tel qui va faire la solution, mais c'est comment on arrive à assembler différentes choses, en sachant, évidemment, qu'il y a des trade-offs, d'une certaine façon, en mêlant différents éléments. Avec un deuxième mot en A, c'est l'adhésion. Je crois que c'est ça l'enjeu derrière tout ceci. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des politiques qui font une meilleure adhésion que ce qu'on connaît pour l'instant. Et à nouveau, ce n'est pas simple, mais je crois que c'est vers là que des systèmes comme ceux-ci doivent tendre. 2 mots. Le premier sur l'imaginaire. Il me semble que la perspective de coupler de façon régulière et institutionnalisée les assemblées tirées au sort et le référendum d'initiative citoyenne, si cela se faisait, transformerait à la fois, on passerait à une autre république, même si on garde le même terme, et on passerait à une autre politique aussi, parce que contrairement à une idée souvent répandue, le référendum d'initiative citoyenne, quand c'est un instrument institutionnalisé et fréquent, ça implique les corps intermédiaires, ça donne un débouché aux mouvements sociaux, et coupler démocratie délibérative, mouvements sociaux, démocratie directe et ce qui resterait de démocratie représentative classique me semble un imaginaire relativement fort. Après, il y a plein de manières possibles de les coupler, mais il me semble que c'est un imaginaire fort qui s'appuie à la fois sur des expériences qui sont en progrès. On l'a vu avec l'exemple de la Belgique, mais on pourrait aussi les multiplier. Il y a une évolution extrêmement rapide des pratiques et des expérimentations sur ce plan, mais aussi sur finalement une perspective de transformation radicale de notre système politique. Et le deuxième point, c'est, Loïc, tu écrivais il y a bien des années, à propos des conseils de quartier en France, après la loi, je crois, la démocratie participative, le tremplin ou le piège. Je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui pour la Convention citoyenne pour le climat. Le gouvernement a refusé le référendum d'initiative citoyenne. C'est un gouvernement qui n'a rien fait sur les questions de l'écologie, qui jusque-là est dominé par les lobbies. Et l'enjeu, il est bien plus fort et bien plus grand qu'entre l'Assemblée citoyenne et l'Assemblée parlementaire. C'est de bouleverser le mode de production et de consommation à l'échelle de la société. C'est de s'attaquer à des pouvoirs extrêmement puissants dans la société qui continuent à nous lancer dans une dynamique de catastrophe écologique. Et de ce point de vue-là, la place de cette convention citoyenne reste extrêmement incertaine. Est-ce que ce sera un piège qui, au bout du compte, non pas parce qu'elle se sera mal passée d'un point de vue procédural, je pense qu'avec tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, on peut pinailler sur tel ou tel détail, mais on va avoir un truc exemplaire au niveau de la procédure. Mais son insertion plus globale dans le processus de décision et dans une transition écologique qui est d'une urgence absolue est encore complètement incertaine. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas exclure que ce soit un piège, malheureusement. Et de ce point de vue-là, Loïc, je m'excuse, mais le référendum d'initiative partagée, qui est une merde, qui est fait pour que ça ne marche pas, et ça ne va pas marcher pour l'aéroport, est un non-débouché, Si jamais il n'y a pas de choses sérieuses à l'issue de ça qui passe par référendum, il faudra dénoncer un piège, comme toute proportion gardée, l'a été le grand débat. Merci.